Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 22 avril 2020 et les turbulences, c'est le cas de le dire, les turbulences se maintiennent sur le marché pétrolier. Alors nous sommes loin d'en voir la fin et on va en parler aujourd'hui. Nous allons détailler la situation du marché pétrolier. Hier, hein, dans l'urgence, hein, je vous ai fourni quelques éléments d'explication. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin et nous allons vraiment détailler la situation actuelle sur le marché pétrolier. Il faut noter qu'il y a eu un rollover sur le Brent, un rollover exceptionnel également sur le WTI au vu du repli. Alors bon, certains brokers ont décidé de suspendre les cotations, le trading pardon, sur le WTI, d'autres ont décidé d'augmenter la marge. XTB a décidé donc d'ajouter un rollover exceptionnel comme stipulé en cas de conditions de marché exceptionnelles. Cela vous permet de continuer à trader sur le pétrole WTI. Bien entendu, aucune perte ou aucun gain n'est imputé à ce rollover, hein. Donc c'est un jeu à somme nulle. Ça permet simplement de continuer à trader le pétrole WTI quand d'autres ont suspendu le trading ou ont augmenté considérablement la marge. Donc un rollover sur WTI au vu des circonstances exceptionnelles et des fluctuations sur les futurs lors des dernières séances et un rollover sur le Brent. Alors avant de débuter, tout d'abord il faut savoir que bien entendu face à tout cela, les indices américains ont terminé la session d'hier en fort repli, hein. Cela faisait 3 semaines que l'on n'avait pas vu un tel repli sur les indices américains. Le S&P 500 qui clôture en baisse de 3,07%, le Dow Jones a chuté de 2,67%, le Nasdaq a clôturé en repli de 3,48%. Dans la région Asie-Pacifique, à présent, bon, on va dire que le sentiment reste tout de même neutre avec un Nikkei qui limite les pertes avec une baisse de 1,2%. En Australie, le S&P ASX 200 en petite baisse de 0,25% et le Kospi coréen qui est à l'équilibre. Les indices chinois également se sont échangés de manière mitigée et aujourd'hui le DAX a commencé en territoire positif et se replie actuellement. Alors très rapidement, un point sur le coronavirus. Ensuite, nous allons détailler le marché pétrolier, car encore une fois hier, il faut savoir, il y avait eu l'expiration du contrat de mai 2020, l'expiration était le 21 avril, c'était hier. C'est pour ça qu'on a eu un prix du pétrole négatif avant-hier, c'était en vue justement de l'expiration de ce fameux contrat. Il y avait un énorme manque de liquidité également, ce qui a expliqué donc ce passage en territoire négatif. Nous allons en parler, nous allons le détailler. Avant cela, un point coronavirus avec un nombre de cas confirmés qui dépasse les 2,5 millions. Le nombre de décès qui est aux alentours des 177 600. Et nous avons enregistré plus de 7000 décès hier. À noter tout de même que près de 44 000 personnes se sont rétablies du coronavirus. Et à Pékin, en Chine, les gymnases ont été forcés de fermer à nouveau au cours du week-end dans la crainte d'une seconde vague et au moment où nous, Européens, nous prévoyons des plans de déconfinement et des ouvertures des écoles. Nous allons à présent nous intéresser au pétrole dans le détail. Ensuite, nous allons faire une revue classique des marchés. Alors, tout d'abord, hein, par rapport à la séance du jour et le calendrier économique, il y aura un calendrier économique qui pourrait prendre de l'importance. Nous avons la décision sur les taux de la CBRT à 13h, 14h30 au Canada, l'inflation de l'IPC pour le mois de mars, 16h30. Rapport du DOE sur les stocks de brut. Donc on s'attend à une constitution des stocks à hauteur de 16,1 millions de barils, des constitutions de stocks d'essence à hauteur de 3,65 millions et de distillats à hauteur de 2,9 millions. Et nous allons prendre connaissance de certaines publications d'entreprises, entre autres Baker Hughes, Delta Airlines et j'en passe. Donc voilà pour le calendrier économique du jour. Nous allons passer sans plus tarder, nous allons nous focaliser sans plus tarder sur le marché pétrolier. Alors qu'en est-il du marché pétrolier? Un marché pétrolier qui reste sous pression, hein, qui reste sous pression. Nous avons eu un contrat WTI de juin qui a chuté à 10,70 $. Le Brent pour juin aux alentours de 16,20 $. Les ministres de l'OPEP+ hier ont tenu un appel à une visioconférence exceptionnelle, mais rien n'a été convenu, hein. Ils souhaitent intervenir, ils n'ont plus le moyen d'intervenir. Maintenant, malheureusement, tout est fait et les pressions se poursuivent sur les cours du brut avec un WTI qui est passé en négatif pour la première fois de son histoire, pour la première fois depuis la création des contrats à terme.
sur le pétrole. Et le Brent ne fait pas mieux. Sur ce graphique, on peut constater les contrats sur le Brent à différentes échéances. Vous avez donc ce que l'on appelle vous avez l'échéance la plus proche et ce qu'on appelle le front month en anglais, et vous avez les autres échéances. Ça vous permet de constater ce repli selon les échéances, donc selon la date d'expiration, selon l'éloignement de cette date d'expiration. Donc effectivement, une crise du marché pétrolier qui ne touche pas que le WTI. On parle principalement du WTI parce que c'est assez spectaculaire, c'est inédit sur le WTI, mais il faut noter que le Brent également en souffre considérablement. D'ailleurs, on a pu noter une forte réduction du spread entre le Brent et le WTI. Et bien entendu, cela, donc ce graphique, simplement pour répondre à une question que je vois très souvent, pourquoi le prix à la pompe ne baisse pas autant que les cours du brut? Le prix à la pompe baisse également, alors certes pas autant, pas aussi vite. On peut constater ici en blanc le prix à la pompe, on peut constater en jaune donc le cours du baril de brut. Et effectivement, il y a une corrélation positive, mais il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu. Il y a énormément de taxes également qui permettent de définir le prix que l'on paye à la pompe. Mais effectivement, il me semble que le gasoil est aux alentours de 1,16 aujourd'hui, et donc ça commence à se traduire clairement à la pompe, et ça devrait se poursuivre. Donc oui, on le ressent d'ores et déjà, on va le ressentir, mais attention tout de même à toutes ces taxes qui viennent peut-être taire cet effondrement du marché pétrolier. Nous avons donc également abordé hier tous ces problèmes de stockage, des problèmes de stockage notamment à Cushing, dans l'Oklahoma. Nous avons détaillé cela. Il faut savoir que aujourd'hui, on considère de plus en plus une méthode de stockage, le stockage maritime, le stockage en mer. Devant vous, vous avez une représentation à l'heure actuelle d'il y a 48 heures très exactement, pour être précis, de tous les tankers qui sont vides à l'heure actuelle et qui pourraient servir à du stockage de pétrole brut en mer. C'est la seule solution. Nos capacités de stockage de pétrole brut sur Terre sont en train de s'épuiser considérablement, et il devient rentable de louer des tankers, voire des super tankers avec des capacités de 2 millions de barils pour stocker en mer. Il faut noter que cette situation exceptionnelle concernant nos capacités de stockage, notamment les capacités de stockage aux États-Unis, aboutit à cette situation donc, que l'on vient de décrire, des supertankers actuellement qui qui transportent du pétrole et qui le stockent en mer. Nous avons 36 supertankers, donc des tankers avec une capacité de 2 millions de barils qui transportent 20% de la demande quotidienne mondiale et qui se trouve actuellement sur la côte ouest des États-Unis. Donc les voici devant vous. Vous avez une capture qui date d'hier de ces différents supertankers qui stockent d'ores et déjà du pétrole en mer au large des côtes californiennes. Donc 36 supertankers, donc supertankers avec une capacité de 2 millions de barils, qui transportent 20% de la demande quotidienne mondiale de pétrole. Et c'est dans ce contexte-là, souvenez-vous d'ailleurs du sénateur du Dakota, Kevin Cramer, qui avait rédigé une lettre à Donald Trump il y a 15 jours de cela, voire 3 semaines, il me semble. Nous en avions parlé lors d'une vidéo spéciale pétrole. Nous avions même consulté cette lettre, l'original de cette lettre. Donc le but de Kevin Cramer était de protéger l'industrie du gaz de schiste aux États-Unis, et sous les conseils de ce sénateur, Donald Trump souhaite à présent augmenter les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis à hauteur de 75 millions de barils. Donc il envisagerait également de bloquer les importations de brut en provenance d'Arabie Saoudite. Nous allons voir pourquoi immédiatement. Je vous le rappelle pour ceux qui ne nous suivaient pas auparavant, que ces réserves stratégiques des pays permettent d'assurer la disponibilité du pétrole brut en cas de guerre. Donc au minimum, ces réserves stratégiques devraient assurer 2 mois d'autonomie d'un pays, et donc nous sommes en train de les augmenter considérablement en vue d'offrir des capacités de stockage supplémentaires. Et en plus de cela, en parallèle, Donald Trump souhaiterait bloquer les importations de brut en provenance d'Arabie Saoudite. Alors voici un exemple de réserve stratégique. Ce sont des images satellites, des images satellites des réserves stratégiques au Japon. Ces réserves stratégiques
comprennent quelques 37,7 millions de barils. Donc voilà, donc je pense que c'est toujours bien d'avoir une vision concrète de ce dont on parle. Je trouve cela beaucoup plus attrayant que des tankers ou des super tankers d'ailleurs. Donc voilà à quoi ressemblent des réserves stratégiques, très précisément les réserves stratégiques au Japon, ces réserves stratégiques qui comprennent 37,7 millions de barils. Et nous allons comprendre grâce au prochain slide pourquoi Donald Trump souhaiterait bloquer les importations de pétrole saoudien. Il faut savoir que 18 supertankers, c'est-à-dire 18 pétroliers avec une capacité de 2 millions de barils, sont complètement remplis de pétrole saoudien et se dirigent tout droit vers les côtes américaines. Donc le premier de la file, le voici, hein, qui se trouve au large du Brésil, devrait apparaître sur le golfe du Mexique, dans le golfe du Mexique, au large des côtes américaines, dans une quinzaine de jours. À son bord, 2 millions de barils. Derrière lui, 17 autres supertankers que l'on peut constater, que l'on peut voir sur cette carte, 17 autres supertankers chargés également de 2 millions de barils. Donc voilà pourquoi Donald Trump souhaiterait très rapidement interdire les exportations de pétrole saoudien. 18 supertankers sont déjà en route. Le premier de la liste, le premier de ces 18 supertankers apparaîtra au large des États-Unis, dans le golfe du Mexique, dans 15 jours. Voilà, donc de retour à présent sur la plateforme X Station 5. Donc voilà pour ce point concernant le marché pétrolier. Quelques précisions très importantes. Cela permet de comprendre pourquoi ce n'est pas la fin de l'effondrement du marché pétrolier. Pourquoi un pétrole en négatif, c'est quelque chose que l'on pourrait revoir en approchant de l'échéance du prochain contrat. Ce n'est pas quelque chose que l'on a vu une seule fois qu'on ne verra plus. La tension sur le marché pétrolier devrait se maintenir dans une quinzaine de jours. Nous savons dorénavant ce qu'il se passera. Nous avons une idée de ce qui pourrait se passer à l'échéance du contrat. Il faut noter également d'ailleurs que l'ETF, le fonds indiciel United States Oil Fund, LP, USO, qui réplique la performance du pétrole, WTI, ce fonds indiciel, cet ETF d'ailleurs qui détenait près de 25% du volume en cours, ce que l'on appelle des open interest, sur les contrats WTI de mai 2020, mais également 25% sur le contrat à terme sur WTI de juin 2020, a annoncé hier la modification de ces termes. Les termes de ce fonds étaient les suivants. Ce fonds, habituellement, ne détenait que le contrat à terme à échéance la plus proche. Je vous rappelle ce que l'on a appelé en début de cette vidéo le front month, donc l'échéance la plus proche, et dans ces termes, il passait au mois suivant, 2 semaines avant expiration de l'échéance du front month. Donc USO, United States Oil Fund, ce fameux ETF, le plus gros ETF américain, qui change ces termes, et selon le rapport publié, cela est dû au contango historique, contango massif, on a parlé de ce contango, nous savons tous ce que c'est à présent, pourrait à présent investir dans n'importe quel mois disponible. Donc il ne sera plus contraint d'investir dans le front month, dans le premier mois disponible, sur la première échéance. Il pourra investir sur n'importe quelle échéance disponible, mais dans des pourcentages variables. Très clairement, à présent, les open interest, les avoirs d'USO sont de 40% sur le contrat de juin, 55% sur le contrat de juillet et 5% sur le contrat d'août. Donc ça encore, c'est une grosse nouvelle sur le secteur pétrolier, et USO est un des plus gros opérateurs de marché sur le marché pétrolier. Nous l'avons appris hier, et voilà encore une fois une nouvelle qui vient compléter la vidéo d'hier, cette mise à jour sur le marché pétrolier. Ceci étant dit, parlons peu, parlons bien, parlons technique. Nous allons revenir à nos graphiques. Donc nous revenons sur le pétrole, sur le graphique du pétrole WTI. Vous retrouverez ici à nouveau un gap dû à ce nouveau rollover. Encore une fois, un rollover qui vous permet de continuer à trader le WTI chez XTB France. Un rollover qui n'a pas eu d'incidence, je tiens à le préciser, sur les positions ouvertes de nos clients. Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, si vous étiez à l'achat, vous n'allez pas bénéficier de ce gap, étant donné que ce n'est pas un gap de marché, c'est un rollover. Donc le gain que vous avez engendré
sur ce rollover sera déduit en swap. Inversement, si vous étiez à la vente à ce moment-là, avant le rollover, donc concrètement un gap haussier est en votre défaveur. Donc la perte que vous avez enregistrée suite à ce gap vous sera recréditée en swap. Donc concrètement, c'est un jeu à somme nulle. Ceux qui étaient à l'achat ont bénéficié de ce gap haussier qui n'a pas lieu d'être, qui est simplement un ajustement XTB pour vous permettre de trader le WTI dans de bonnes conditions sans avoir à augmenter la marge ou sans avoir à bloquer le trading du WTI. Donc ceux qui en ont bénéficié, qui étaient à l'achat, se sont vus retirer ce gain dû à ce rollover dans la colonne swap de la position. Inversement, ceux qui étaient à la vente et qui ont été pénalisés par ce gap, par ce rollover, se sont vus créditer le montant équivalent au gap dans la colonne swap des positions sur la plateforme. Donc voilà pour ce gap qui permet donc aux clients XTB France de continuer à trader sur le marché pétrolier et sur le WTI, plus particulièrement le WTI qui est déjà sous résistance, cette résistance donc qui est un palier mais qui était également un précédent support. Nous sommes en inversion de polarité. Effectivement, donc les turbulences sur les marchés pétroliers ne sont pas prêts de toucher à leur fin. On devrait assister à de nouvelles turbulences. Ce n'est que le début d'une situation chaotique. Cela fait plusieurs semaines que l'on insiste dessus. Encore une fois, c'est le marché pétrolier qui a envoyé les indices à la baisse, notamment les indices américains, pour afficher le repli le plus conséquent depuis 3 semaines. Encore une fois, cela nous est venu des pétroles. Donc pour l'heure, un pétrole donc qui se table sous une résistance, qui fait face toujours à des tensions avec un biais qui reste clairement baissier pour le moment sur le WTI. Ceci étant dit concernant le pétrole, après ce point détaillé sur le pétrole, je pense que entre la vidéo d'hier et celle d'aujourd'hui, vous êtes en mesure d'expliquer clairement ce qui se passe sur les marchés pétroliers, ce qui n'est pas chose aisée, hein, et cela fait appel à plusieurs mécanismes de finance de marché extrêmement complexes, cela fait appel à des théories. Donc vous pouvez clairement vous contenter des 2 dernières vidéos d'hier et d'aujourd'hui pour saisir très exactement la situation actuelle sur ce marché. Nous allons passer sans plus tarder sur le gold qui ne parvient toujours pas à déployer sa tendance haussière. Le gold qui sauvegarde tout de même ce support, le support des 1683 $, la ligne de force V. Donc aucune cassure de ce niveau pour le moment. Le biais reste clairement haussier avec pour prochain objectif journalier les 1730. En données H4, nous faisons face aux 1689, plus largement 1690, plus largement encore une fois ce palier de Kijun, qui représente tout simplement le seuil psychologique des 1700. Donc clairement, un nouveau franchissement des 1700, un seuil psychologique, c'est un chiffre rond, nous transporterait directement 33 $ plus haut. Et c'est là que les choses devraient se compliquer. C'est à ce niveau, les 1733, un niveau qu'on n'arrive pas à franchir. Si on s'en affranchit, si on arrive à franchir cette résistance, ce serait pour aller chercher la prochaine à 1793. Donc on attend toujours le franchissement des 1733 avec un biais clairement haussier sur le pétrole. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Décidément, j'ai pétrole en tête. Avec un gold, donc avec un biais haussier sur le gold et des objectifs au-delà des 1900 $, des objectifs de long terme, bien entendu. Tout cela reste conditionné au franchissement des 1700 dans un premier temps en intraday, des 1733 par la suite pour peut-être aller rallier les 1793 dernièrement, auparavant les 1800. Nous pouvons peut-être un petit coup d'œil sur le Brent également. Donc ici, une accélération baissière hier sur le Brent, petite parenthèse, ce qui a d'ailleurs une baisse plus prononcée sur le Brent, ce qui a permis de réduire le spread Brent WTI, c'est-à-dire l'écart de cotation. À un moment donné, le spread entre Brent et WTI était à 3 $. Voilà, c'était simplement pour préciser cela. Ici, graphiquement, nous pouvons constater le rollover qui est un rollover classique, ce n'est pas un rollover exceptionnel, c'est un rollover classique à l'image de celui que nous avons eu précédemment sur le WTI le 17 avril. Donc 17 avril, rollover classique sur le WTI, hier soir rollover exceptionnel sur le WTI, hier soir rollover classique sur le Brent. Ceci étant dit, nous pouvons passer sur le marché action. Et nous allons débuter comme à notre habitude par le DAX en données hebdomadaires. Le DAX qui confirme sa difficulté à s'affranchir, à rallier
ce palier de Kijun, les 10 892, nous ne sommes même pas allés jusque-là. Pire que ça, nous sommes en train d'invalider le franchissement des 10 475. On repart à la baisse sur le DAX. Sur le Dow Jones, même topo, c'est un palier d'SSB qui nous renvoie à la baisse, les 24 237. Nous ne parvenons pas à aller tester le prochain palier des CSB 24 416. On repart à la baisse en franchissant la Kijun. Et voilà la situation hebdomadaire pour le Dow Jones. D'un point de vue journalier, nous sommes sortis par le bas du biseau, la ligne de force NT. Les 10 713 ont tenu et nous nous replions en direction des 10 055 en données journalières après s'être affranchi de notre Tenkan et une tentative de rebond aujourd'hui. En données H4, cette fameuse seconde épaule n'est pas parvenue à franchir le sommet qui avait été marqué par la tête. Donc tout cela, notre scénario se confirme. Je vais essayer d'alléger quelque peu le graphique. Nous avions dans un premier temps, souvenez-vous, tracé une première ligne de coup que voici par la suite, suite à ce gap haussier, excusez-moi de le dire, cette manipulation afin de maintenir les indices à la hausse, échoué au passage. Cela nous avait permis donc de décoller littéralement et de déterminer peut-être une nouvelle ligne de coup. Décidément, nous sommes repartis sur la ligne de coup initiale qui fait office de support actuellement sur le DAX en données H4. Plus largement, les 10 254,8 ont ramené les cours à la hausse. On revient. On ajoute Ishimoku à notre graphique. Nous sommes à l'intérieur donc du nuage. Le range est extrêmement serré en H4. La borne supérieure correspond à la Tenkan à 10 420. La borne inférieure correspond à la ligne de coup actuellement aux alentours des 10 300. Donc un petit range ici sur le DAX en données H4. Un range que l'on pourrait peut-être même resserrer davantage ici en données H1. Pour un souci de clarté, je retire Ishimoku dans un premier temps avant de l'ajouter par la suite. Donc ici, visiblement, nous sommes en train de déployer un N baissier en données intraday, en données H1. Souvenez-vous, le franchissement d'F3, la troisième speedline, est un signal de vente. Ce franchissement a bien eu lieu après le franchissement de la borne inférieure de notre biseau. Donc tous les voyants sont dans le rouge. Tout nous indique un repli imminent des indices, mais un repli, bien entendu, qui ne serait que dans la logique de la condition actuelle de l'économie mondiale, mais également de la situation chaotique du secteur pétrolier. Alors pour l'heure, un N baissier que j'ai tracé très tôt ce matin qui semble se confirmer. Je me suis permis de le tracer malgré des cours qui sont allés plus haut. Alors comment ai-je fait? Comment ai-je pu déterminer qu'effectivement les cours ne parviendraient pas à aller plus haut? Pour cela, j'ajoute Ishimoku, donc je me suis permis d'anticiper grâce à cette Kijun. Cette Kijun a fait office de résistance comme anticipé. Cette Kijun s'est affaissée par la suite. Je vous rappelle que la Kijun, c'est simplement un point moyen et donc au bout d'un certain nombre de périodes, si les cours ont évolué à la baisse, la Kijun se réajuste à la baisse. Donc en anticipation à cela, permettant ainsi à la Kijun d'agir en tant que résistance, j'ai estimé très tôt ce matin que peut-être cette petite impulsion haussière pourrait prendre fin à 10 345. Pour l'heure, c'est le cas. Ce n'est pas dit que ça le sera dans une heure, mais en tout cas pour l'heure c'est le cas et la Kijun effectivement vient s'affaisser pour venir en renfort, empêchant ainsi le DAX de progresser à la hausse. Donc tout ça pour dire qu'un N baissier se déploie ici, ayant pour base la sortie du nuage. Je vous rappelle qu'il est beaucoup plus pertinent lorsque l'on est utilisateur Ishimoku avec les projections d'Osoda, il est beaucoup plus pertinent d'utiliser les niveaux Ishimoku. Au lieu d'utiliser ce sommet en vue de ce N inversé, d'utiliser ce point-là à 10 699, j'utilise la sortie du nuage par le bas. Et vous l'aurez compris, utiliser ce sommet intermédiaire pour un second point de mon N inversé, un N inversé que l'on retrouve ici. Le marché devrait partir en N inversé. Voici les différents éléments de ce N inversé pour que cela soit clair pour tout le monde. Je remets en gras également mes projections d'Osoda. Voilà à quoi nous nous attendons, un N inversé. Et donc, étant utilisateur Ishimoku, j'ai anticipé, j'ai préféré donc utiliser les niveaux Ishimoku, donc la sortie du nuage par le bas. Et ce niveau-là qui pourrait correspondre plus tard à mon niveau de Kijun. Donc, c'est un N baissier qui prend en considération
mon système Ishimoku, donc le bas de mon nuage au déclenchement du N inversé, au top, au sommet intermédiaire, ma Kijun qui devrait se trouver à ce niveau-là dès que le repli sera entamé, si repli il y a à partir de ce moment-là, bien entendu. Mais si repli il y a, seul un franchissement d'NT, les 10 243 me donneront un signal de vente. Premier niveau, et un niveau qui n'est pas anodin, ce sont les 10 165 points. C'est un niveau qui correspond à un cluster, c'est-à-dire à la somme de deux niveaux, deux supports, deux lignes de force ici, donc prudence aux 10 165, c'est le niveau que l'on va aller chercher en cas de franchissement des 10 243. Si cette zone de support cède, nous allons aller chercher directement les 10 054 et c'est un niveau que nous avons retrouvé, que nous pouvons constater, il me semble ici, en journalier, donc 10 055, ce qui représente la ligne de force N du N baissier qui correspond donc au début du repli, le N baissier qui trace toute cette baisse jusqu'au point bas sur le DAX. Donc encore une fois, un niveau qui correspond, et on le comprend en journalier, à une cible majeure. C'est un cluster ici en intraday, c'est une ligne de force en journalier, c'est le niveau qu'il faudra franchir pour poursuivre la baisse en cas de cassure de la ligne de force NT. Voilà pour le DAX, je pense que nous l'avons suffisamment détaillé. Le CAC 40, donc après avoir détaillé le DAX, pas besoin d'aller plus loin sur le CAC 40. La situation est similaire ici avec une stratégie, une méthode qui a été appliquée à la lettre, comme pour le DAX. On détermine ici le début du N baissier à partir de la sortie du nuage par le bas, un point haut qui a été marqué ici, légèrement au-dessus de la Tenkan. Donc on attend le franchissement des 4327 pour aller chercher ce cluster-là, le cluster qui correspond au seuil psychologique des 4300. Si les 4300 cèdent, on va chercher les 4254. Nous allons passer à présent sur les indices américains avec un raisonnement encore une fois similaire, avec le début d'une vague ici pour le Dow Jones en intraday, en données H1, donc le début d'une vague au niveau du franchissement de la borne inférieure du biseau ascendant et donc au niveau de la cassure de l'oblique haussière qui relie les différents creux depuis le 23 mars. Et on ajoute Ishimoku à cela. Ça correspondait également à une sortie du nuage par le bas. Encore une fois, à l'image du DAX, j'ai sélectionné ici la Kijun donc dès 7 h du matin afin de déterminer mon N baissier, ce qui a été confirmé par le Dow Jones qui ne parvient pas à s'affranchir de sa Kijun et donc pour l'heure des niveaux qui restent extrêmement cohérents. Un signal de vente nous sera donné en cas de franchissement des 22 658. Mais attention, le seuil, le cluster, le support majeur est beaucoup plus proche pour le Dow Jones. Il est à 22 500, c'est la ligne de force NT. 22 500, c'est également un palier de SSB, c'est également la résistance du 26 mars. C'est également le support dont nous avons invalidé le franchissement au début du mois d'avril. Donc attention à ce niveau, tout franchissement de ce niveau nous renverrait à 22 300 voire 22 072. S&P 500, raisonnement similaire ici, avec un N baissier, mais attention, avec peut-être une zone de support beaucoup plus conséquente, et seul le franchissement, pour le coup, de notre cluster sur le S&P 500 serait un signal de vente. Même stratégie ici, début de la vague, cependant pris à la Kijun, je ne sais pas pourquoi, j'ai pour habitude de faire en sortie de nuage, je réajuste et donc voilà, clairement nous avons un NT sur le seuil psychologique des 2700, seul un franchissement d'NT nous donne un signal de vente. Par contre le cluster est légèrement plus bas ici, entre 2691 et les 2682. 2682 c'est un palier de Kijun et donc franchissement de ce niveau ce serait pour aller chercher 2668 voire 2633. Pour le S&P 500, Nasdaq exactement pareil, je pense que le raisonnement dans cette configuration est assez clair. Encore une fois, un N qui débute en sortie de nuage, un top intermédiaire en palier de Kijun ici, 8523, avec un signal qui nous est donné au franchissement des 8322, avec un objectif ultime à 8055. Donc voilà pour les indices européens et indices américains.
Très rapidement, nous allons nous intéresser au marché d'échange. Devant vous, le billet vert, le dollar index, donc billet vert face à un panier de 6 devises majeures, le billet vert qui se replie, qui est allé chercher hier la borne supérieure de son canal haussier. Un canal haussier qui prend de la bouteille, qui prend de l'âge, qui date de 2018, août 2018 déjà. Il faut croire qu'on s'y est attaché, il faut croire que nous l'avons réintégré et nous sommes toujours à l'intérieur avec le billet, avec un billet vert qui se replie pour le moment, permettant à l'euro-dollar de se montrer en quasi-stabilité, légèrement en territoire positif sur un support à 1,0850. Donc quasi-stabilité aujourd'hui pour l'euro-dollar, avec un billet vert en léger repli, un billet vert qui devrait tout de même se reprendre en cours de séance pour peut-être renvoyer l'euro-dollar très exactement en dessous à 1,0850, voire en dessous aux alentours des 1,0830. Donc voilà pour l'euro-dollar, pas grand-chose attendu aujourd'hui. L'USD4 qui reste extrêmement volatile, étant donné sa corrélation avec le pétrole. On peut le constater encore une fois en superposant les prix. C'est une chose que nous avons pour habitude de faire grâce au bouton de superposition des prix qui nous permet donc de constater la corrélation négative entre l'USD-CAD et les pétroles. Un mot sur le câble, le GBP-USD qui a accéléré la baisse hier pour aller chercher les 1,2268 en légère hausse actuellement et qui tente de s'affranchir de sa résistance, donc les 1,23 qui correspondent à ce palier de SSB mais également à ce palier de Kijun. On pourrait invalider le franchissement de ce niveau pour peut-être tenter une cassure des 1,2268 aujourd'hui. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, ce Good Morning Market qui n'a de Good Morning Market que le nom d'ailleurs, vu l'attention toute particulière que nous avons portée au pétrole. Je pense que vous comprendrez cette attention toute particulière au vu des événements récents. Donc j'ai peut-être fait un pas sur quelques informations. Bon, ce qu'il faut savoir également concernant le pétrole, c'est qu'aujourd'hui le CME va répertorier des options sur pétrole avec des prix d'exercice négatifs, on attend donc les stocks après que les données de l'API aient montré une accumulation à hauteur de 13,2 millions de barils. Sinon, les autres actualités, à noter que le Sénat américain a adopté une loi à hauteur de 484 milliards de dollars visant à aider les petites entreprises et les hôpitaux. La Chambre des représentants devrait discuter de ce projet de loi jeudi et les responsables de la BCE qui tiendront un appel téléphonique aujourd'hui dans la soirée pour discuter de l'acceptation ou non d'obligations junk comme garantie. Et toujours pas de nouvelles de Kim Jong-un. Nous n'avons pas de précision quant à son état de santé après des informations en provenance des États-Unis et d'autres informations contradictoires en provenance de Corée du Sud. Et voilà, donc je pense que nous avons fait le tour, nous avons terminé, une fois n'est pas coutume, par l'actualité économique et financière. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market dédié encore une fois au pétrole. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Excellente journée et à très bientôt. Au revoir.